Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur le sénateur Pierre-Jean Verzelen. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. De rien. Alors, vous êtes sénateur de l'Aisne depuis 2020, vous avez 41 ans, vous êtes maire de Crécy-sur-Serre. J'étais. Ah, Avec la loi sur le non-cumul, oui, c'est vrai. j'ai dû arrêter quand je suis devenu sénateur. En 2020. Maintenant 4 ans, exactement. Exactement. Et vous êtes aussi conseiller départemental depuis 2015, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors vous appartenez au groupe politique Les Républicains Indépendants et Territoires. Vous êtes membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et du sport. Vous êtes le président du groupe interparlementaire d'amitié France-Syrie et le vice-président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Et j'ajoute à ça que vous êtes membre des groupes d'études cancer et numérique. Est-ce bien cela? Ouais, vous êtes bien renseigné, c'est parfait. Alors, avant de commencer l'interview, je vais préciser la structure de cette dernière. Première partie, on va poser des questions générales sur le Sénat. Deuxième partie, des questions plutôt spécifiques. Et troisième partie, faire un focus sur l'Aisne, ce beau département qui nous lie, parce que moi aussi j'ai un lien particulier familial avec l'Aisne. Alors, pour la première partie, monsieur le sénateur, votre groupe politique est composé de 19 sénateurs, c'est la 4e force politique du Sénat. Quelles sont les valeurs de ce groupe et pourquoi avoir rejoint ce groupe politique? Moi, quand j'étais candidat au sénatorial en 2020, j'ai construit une liste indépendante. Ça veut dire quoi? Je ne suis allé toquer à la porte d'aucun parti politique, je n'ai demandé d'investiture à personne. Et donc j'ai vu qu'au Sénat, il y avait un groupe qui s'appelait Indépendant. Donc j'ai dit, tiens, bon, le truc colle bien. Et je me suis renseigné. Et en fait, ce groupe déjà est à taille humaine. 19, oui, c'est assez voilà. petit, Alors, à l'époque, nous étions encore moins nombreux. Combien à l'époque? À l'époque, nous étions 15 de mémoire. Et je veux dire, quand on arrive pour trouver sa respiration de parlementaire, pour trouver sa place, en tout cas, c'est un truc qui me convenait bien. Donc je suis rentré dans ce groupe et je trouve que le nom du groupe Indépendant, République et Territoire, ça colle, la définition colle exactement à la typologie des élus qui sont dans le groupe. Par rapport à l'échiquier politique, vous vous situez plutôt au centre, centre-droite Alors on a une particularité, c'est qu'on est rattaché à aucun parti politique. Globalement, le groupe est composé de gens de droite. Avec une tonalité qui peut varier, mais enfin c'est des gens de droite. J'espère que j'en énerverai aucun en disant ça, mais je crois pas. Non, globalement c'est ça. En tant que sénateur de l'Aisne, quelles sont vos interactions avec les autres représentants de l'Aisne, par exemple les députés ou d'autres acteurs du département? Vous décidez beaucoup Ça dépend. ensemble? Non, mais ça dépend. Alors évidemment, des fois il y a des atomes crochus plus ou moins avec les autres, des rapprochements politiques qui font que. Mais ça dépend des sujets. Ça dépend des moments. Moi, par nature, je travaille avec tout le monde, vraiment. Voilà, ça dépend le sujet, ça dépend le moment. Rassemblement national et la France Insoumise inclus? Alors, France Insoumise dans l'Aisne, il n'y en a pas beaucoup. c'est assez réduit. Oui, c'est vrai. Mais le Rassemblement national, il est présent. Mais ce sont des représentants, des élus locaux ou des parlementaires qui ont été élus par les gens. Voilà, donc moi, par définition, je travaille avec tous ceux qui ont été élus démocratiquement. Respecter le choix des électeurs, c'est ça? Ben c'est le minimum. On est d'accord. Alors, pour beaucoup de personnes, le Sénat est synonyme de politicien âgé. Donc, la caricature, c'est un homme, on va dire, de 60 ans, avec des cheveux blancs et qui termine sa carrière politique. Vous êtes le contre-exemple, hein, parce que vous avez 41 ans. Certaines personnes ont voulu ou veulent toujours supprimer le Sénat. Pour vous, en quoi le Sénat est-il important dans notre régime politique? Moi, si je vous résume ça, quand j'ai été élu sénateur, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, mais il y en a beaucoup qui se demandent exactement à quoi sert le Sénat. Et même des fois d'autres qui me disaient « mais qu'est-ce que tu es allé faire à ton âge au Sénat ?» Et alors, vu le bordel ambiant à l'Assemblée nationale, en fait, du fait depuis qu'il n'y ait plus de majorité absolue, que les élus d'LFI sont rentrés, etc., l'image du Sénat, le Sénat a repris toute sa place. Et j'ai maintenant pas mal de gens qui me disent heureusement qu'il y a le Sénat. Alors je me dis la période aura au moins, en tout cas servi à ça. Et après, vous savez, regardez dans le monde. Tous les pays
qui sont des démocraties dignes de ce nom, elles ont toutes deux assemblées. Une qui représente les gens, une qui représente les territoires. Les pays scandinaves, souvent, sont monocamérales. Ouais, alors il y a peut-être certains contre-exemples, mais en général, là où il y a deux assemblées, c'est en général là où les démocraties sont les plus représentatives au final. Ça aide vraiment à avoir plus de Oui, et alors représentation. c'est quoi l'atout? C'est quoi la particularité du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale? Il y a une surreprésentation du monde rural, c'est un élément. Il y a une forme d'indépendance vis-à-vis des partis politiques, y compris dans les groupes qui sont politisés. Et donc il y a une forme de distance par rapport à l'ambiance politique ou à l'énervement du moment. C'est aussi ça l'atout du Sénat. Et alors, j'en parle librement parce que je n'étais pas forcément le plus grand connaisseur en arrivant, mais au Sénat, il y a une vraie notion de qualité législative, que tout ce qui soit écrit, que tout ce qui soit voté, On est moins dans la à la communication. fin, ce soit un truc opérationnel. On est moins dans la communication au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'est ça? Le Sénat est moins sous le feu des projecteurs. Donc mécaniquement, ça amène à moins communiquer, mais après, les députés aussi font des lois et essaient de faire avancer le truc. Avant de passer à la prochaine partie de l'interview, j'aimerais avoir votre avis sur le mode de scrutin de la proportionnelle. On sait que c'est assez d'actualité. Le Premier ministre François Bayrou y est favorable, le Rassemblement national aussi, et aussi sur le cumul des mandats. Je rappelle qu'en 2023, dites-moi si je me trompe, il y a eu une proposition de loi issue du Sénat pour remettre le cumul des mandats pour les villes de moins de 10 000 habitants. Cette proposition de loi n'est pas allée à son terme, il me semble. Voilà, quel est votre avis sur ces deux éléments-là? Avec la mise en place du non-cumul des mandats, qu'est-ce qui guette tout parlementaire? C'est une forme de déconnexion avec la réalité. Alors pas sur le thème j'ai deux fils qui se sont touchés, je touche plus terre, mais juste sur la réalité quotidienne qui fait que vous ne rencontrez plus les gens qui viennent vous voir pour des choses qui font la réalité de ce qu'est la vie des uns et des autres. Et donc moi d'ailleurs tout mon travail, tout ce que j'essaie de faire en me déplaçant, en rencontrant des gens, en étant toujours conseiller départemental d'ailleurs, c'est de rencontrer au maximum les gens et de se confronter au maximum à la réalité pour être un parlementaire concret et utile. Et donc la fin du cumul des mandats, de ce point de vue-là, a été une erreur. Si tout ça n'était qu'une question d'argent, il fallait interdire le cumul des indemnités à l'échelon local. Et puis voilà, le truc était réglé. Sur la proportionnelle, alors je lis, j'écoute que tout le monde trouve ça formidable. Je suis totalement contre. Pourquoi? Parce que déjà, le pays s'est bâti sur des députés élus par des gens sur les territoires qui montent à Paris et qui redescendent chez eux et qui, quelque part, sont les porte-parole et représentent leur territoire. Je crois beaucoup à ça. Deuxièmement, la proportionnelle, il existe en fait 50 sortes de proportionnelles, déjà, une majoritaire, une partielle, départementale, régionale. Bon. Mais à la fin de la fin, c'est quoi la proportionnelle? C'est que ce sont les appareils et les partis politiques qui décident des investitures. Qui disent toi tu vas être numéro 2, toi tu vas être éligible ou tu vas pas l'être en gros, tu seras député ou pas. Mais la mécanique fera que qui va se retrouver député? Les plus politisés, les plus apparatchiks, les plus proches du patron du parti politique ou de la patronne. C'est pas déjà Et le cas aujourd'hui. je trouve que là-dedans il y a une forme de montée en gamme des apparatchiks politiques qui en tout cas moi ne me va pas. Ensuite il y a l'argument de ça va intéresser plus les gens. C'est faux. Quand on regarde les pays qui ont déjà de la proportionnelle. Les taux de participation ne sont pas meilleurs, des fois même pire d'ailleurs. Donc je suis résolument contre, moi. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas que certaines personnalités politiques sont investies par le parti politique directement sur un petit peu, on parle mais voilà. Ceux qui ne viennent pas dans le département et qui dans le monde nommés. d'avant, comme on dit le monde d'avant, l'ancienne politique, c'était plutôt des gens qui étaient des élus locaux, qui étaient dans un parti politique, mais qui à la fin étaient élus sur leur territoire. À quoi on assiste depuis 2017, en gros? À toi les bonnes circonscriptions si tu es le plus proche d'Emmanuel, à toi les plus grandes circonscriptions si tu es le plus proche de Marine, et à toi les meilleures circonscriptions si tu es déjà le plus proche de Jean-Luc. C'est à peu près comment sont constituées aujourd'hui une partie des parlementaires qu'il y a. Est-ce que le débat y a gagné? J'ai pas l'impression. On a l'Assemblée nationale la plus représentative qu'elle ait jamais été depuis quelques mois. Est-ce que ça fait ses preuves? J'ai pas l'impression non plus. Concrètement, quelle est la journée type ou du moins la semaine type d'un sénateur? S'il y en a une. La chose intéressante, c'est qu'en général, les journées ne se ressemblent jamais, mais en théorie,
Le lundi, le vendredi et le week-end, c'est en circonscription ou dans le département. Et on est au Sénat 3 jours par semaine. Le mardi, ce sont les réunions de groupe, c'est-à-dire on fige la ligne, quelle position de vote, qui prend la parole pour dire quoi. Les travaux parlementaires démarrent le mardi après-midi. Mercredi matin, ce sont les commissions. Question d'actualité au gouvernement, qui est le moment fort, le mercredi après-midi. Et puis travaux parlementaires, mercredi et jeudi. C'est en général comme ça que ça se passe, sauf les semaines où il y a vote de budget ou texte plus long, où là, pour le coup, ça ne s'arrête pas toute la semaine. Mais il n'y a jamais de semaine de journée qui se ressemblent. Alors, juste pour préciser, aujourd'hui, on est le 25 février, on est en pleine semaine où il n'y a pas de travaux parlementaires. C'est pour ça que la salle est aussi vide. Voilà. On a la chance d'ailleurs d'être accueillis dans la salle des conférences, qui est magnifique, un très très beau décor. Merci. Et par rapport à la question que vous posez, moi ce que je trouve passionnant, en tout cas dans le truc de parlementaire que je fais aujourd'hui, c'est que vous pouvez être un matin ici, dans des lieux comme ça, c'est géniaux, avec un PDG du CAC 40 qui va vous expliquer une stratégie d'une boîte ou la problématique à laquelle il est confronté, et le soir à 20h ou à 19h, je suis au café à Crécy-sur-Serre en train de boire une bière avec des problématiques qui sont autres. Mais en fait, le pays, il est fait de ces deux choses-là, quoi. D'ailleurs, le but du jeu, c'est que tout ça fonctionne ensemble. Le meilleur moyen pour être connecté avec la réalité, du coup. Oui, oui. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette interview, des questions plutôt spécifiques sur vos travaux actuels ou passés. Et tout de suite, on commence avec votre proposition de loi pour lutter contre le démarchage téléphonique. Vous l'avez déposé au Sénat le 30 septembre 2024. Ça a fait pas mal de bruit, puisque c'est vrai que beaucoup de Français se plaignent d'être harcelés par de la publicité non voulue. Juste avant, je rappelle qu'il y a une plateforme qui s'appelle Blocktel, où vous pouvez vous inscrire pour mettre votre numéro de téléphone et ne plus être dérangé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Blocktel est un échec? Là, j'ai quelques chiffres qui font assez froid dans le dos. Il y a eu, entre 2021 et 2024, un doublement des inscrits sur cette plateforme. En 2021, on était à 3 700 000, alors qu'en 2024, on est à 6 200 000. Dans le même laps de temps, 368 000 signalements en 2021, contre 171 000 signalements en 2024, donc presque la moitié moins. Et là, le chiffre qui fait le plus froid dans le dos, c'est le nombre d'amendes. En 2021, 138 amendes seulement, contre 198 en 2023. Il n'y a jamais de sanction en fait. Donc c'est pour ça que vous avez voulu porter cette proposition de loi. Moi, je ne propose pas de lutter contre le démarchage téléphonique, je propose de l'interdire. Le pourquoi de la loi, déjà, comme tout le monde, j'ai un téléphone portable, donc je vois les contraintes que ça représente, le démarchage. J'ai vu aussi dans mes permanences qu'en général, c'est devenu maintenant le pied dans la porte pour l'escroquerie. Alors, pour des personnes qui sont isolées ou faibles, vous savez, les fameux trucs, des travaux qui ne sont pas terminés, que vous avez déjà payés, enfin, le démarchage, enfin, en général, ce genre de problème démarre aussi par là. Pour comprendre le truc, aujourd'hui, alors désolé, c'est en anglais dans le texte, mais on est dans ce qu'on appelle le monde de l'opt-out. Ça veut dire quoi? À l'heure où on parle, tous les deux, nous sommes considérés, tous les Français sont considérés comme étant consentants pour être démarchés téléphoniquement. Ça, c'est la règle. De facto? De facto. Sauf si vous allez vous inscrire à Blocktel. Mais tant qu'on sera dans ce cadre-là de l'opt-out, où on considère que tout le monde est d'accord, tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait, ça ne marche pas. Blocktel, c'est un échec. Alors à la marge, il y a eu sans amende, bon, ok. Mais d'ailleurs, tous ceux qui sont inscrits dessus peuvent le vérifier. C'est quelqu'un qui est inscrit sur Blocktel et qui m'explique que ça marche. Je suis curieux de le rencontrer. Mais alors en plus, quand vous êtes appelé, après il faut faire la démarche. Il faut aller sur le site, se référencer, j'ai été appelé à telle heure, par telle boîte. Enfin, moi je pourrais le faire à la rigueur, et encore je ne le fais pas. Ma grand-mère, elle ne sait pas le faire par exemple. Ça, voilà. Bon. Donc la loi propose quoi? De rentrer dans le système de l'opt-in. Chaque Français est considéré comme voulant pas être démarché téléphoniquement, refusant, n'étant pas consentant. Donc si on vous appelle et que vous ne l'avez pas demandé, c'est qu'on ne respecte pas la loi, c'est que l'entreprise elle est responsable et qu'elle est financièrement responsable. La loi, c'est tout ça et c'est que ça en fait. Donc elle a été votée au Sénat en fin novembre
et elle passe à l'Assemblée dans les jours qui viennent. Le 6 mars, il me semble. C'est ça. C'est ça. Alors, cependant, la commission des lois avait noté, c'est ce que j'ai lu du Sénat, la commission des lois du Sénat avait noté qu'il y avait eu un risque pour, je cite le site officiel, l'équilibre proposé entre protection du consommateur et sauvegarde de l'emploi n'est en outre pas pleinement satisfaisant, avec un bénéfice pour les droits des consommateurs incertain. Il y aurait un risque de protection des consommateurs apparemment ? Je lis la phrase que vous, ça me paraît pas extrêmement limpide. Mais en tout cas, depuis pas vous qui la lisez, mais Oui, ce qu'elle veut dire. c'est sur le... Pourquoi ce sujet-là, il avance pas depuis 10 ans? C'est parce que il y a le sujet de l'emploi qui est en question. En disant, si vous interdisez le démarchage, vous allez tuer des emplois en France. Moi, tout mon boulot a été de démontrer que c'était faux. Les plateformes d'appel, elles sont plus en France, hein. En général de l'autre côté de la Méditerranée. En France, il y a des plateformes d'appel, mais qui font de la relation commerciale. Je suis client de la mutuelle, j'appelle ma mutuelle ou qui m'appelle. Bon, voilà, ça va évidemment continuer. Et ensuite, ce sont des entreprises qui vous indiquent que leur modèle économique tient dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de se vend par téléphone, mais enfin, en général, c'est extrêmement à la marge et c'est pas ce qui fait le business d'une entreprise. Et puis après, je ne dis pas que ça ne touchera personne, bien sûr. Mais alors, est-ce qu'on continue d'emmerder 60 millions de gens 5 fois par jour ou est-ce qu'on décide de changer le truc? Bon, moi, je propose de changer le truc. Vous êtes membre du groupe d'études cancer, comme je l'ai dit lors du début de l'interview. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un groupe d'études pour les non-initiés et quelle est l'actualité de ce groupe d'études? Vous avez la commission, donc vous siégez il y a 9 commissions au Sénat sur des thématiques différentes, affaires étrangères, culture, etc. Ça, c'est du régulier. Là, vous bougez la loi, vous amendez les lois, vous travaillez avant qu'elles passent en séance publique. Et puis vous avez les groupes d'études qui sont sur des tas de sujets différents. Ça peut être sur les chevaux, sur le sport, sur le cancer. Vraiment, c'est extrêmement éclectique. Il suffit qu'un parlementaire s'empare d'un sujet, qu'il le propose à la direction du Sénat, qu'il dise on crée le groupe de travail et on se réunit de manière régulière et beaucoup plus espacée que les commissions pour faire un point sur ces sujets-là et éventuellement voir à la fin comment la loi pourrait être modifiée. Voilà. Et dans un groupe d'études, il y a une organisation avec un président, un vice-président, un secrétaire? Au Sénat, tout est très hiérarchisé partout, les présidents, vice-présidents, tout ça, ouais. Mais les groupes d'études, ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est des gens qui sont intéressés ou qui sont confrontés à un sujet et qui prennent un peu de temps pour se rassembler, pour auditionner les gens et pour essayer d'apporter des solutions. Et l'actualité de ce groupe d'études cancer, qu'en est-il? C'est pas vraiment. Je pourrais parler d'actualité sur le cancer. Je n'ai pas vraiment de sujet d'actualité. En vérité, on prend conscience, mais tous dans nos vies, on est confrontés à des gens qui sont touchés par le cancer. Ça peut nous arriver aussi. C'est le mal du siècle. Et voilà. C'est surtout de prendre conscience que dans certains domaines, la recherche n'avance pas assez vite, alors que s'il y avait les moyens, elle pourrait. Et que l'accompagnement des patients pourrait aussi être amélioré. Voilà, c'est surtout ça. Pour rappel, la journée mondiale, je crois mondiale, hein, on vérifiera, contre le cancer, c'était le 4 février. Et pour le cancer du sein, c'est le fameux octobre rose. Et si vous voulez donner, c'est défiscalisé à 66% et ça peut aider la recherche, comme vous l'avez dit, c'est crucial pour nous, pour nos proches et pour faire avancer le progrès. Un mot maintenant sur le groupe interparlementaire France-Syrie. Alors, dont vous êtes président. Déjà, est-ce qu'il existe toujours et comment il s'organisait avant la chute de Bachar al-Assad, fin 2024? Parce que j'étais assez surpris de voir qu'il existait un groupe interparlementaire France-Syrie. Déjà, pour comprendre comment ça se passe, les groupes interparlementaires, c'est-à-dire entre le Sénat et le Parlement équivalent dans les pays. En gros, à chaque renouvellement du Sénat, selon la taille, selon le poids de votre groupe, il y a tant de pays, telle importance de pays, tout ça est un savant calcul que je ne maîtrise pas. Bon. Toujours est-il que dans notre groupe, il y avait potentiellement ce pays de la Syrie. Comme la Syrie avait une vie démocratique inexistante depuis quelques années, il n'y avait en fait aucun échange parlementaire. Donc je présidais un groupe qui faisait des auditions, des gens nous décrivaient ce qui se passait, mais il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait pas de rencontre, il n'y avait pas de proposition.
Et c'est peut-être, j'espère, ce qu'on va pouvoir reprendre dans les semaines qui arrivent. Vous avez été rapporteur d'une mission, il me semble, sur l'architecture de France. Vous pouvez nous en dire juste un petit mot? Alors, ça fait partie de ces sujets à bas bruit, dont on parle assez peu, mais sachez qu'il y a en France 35% des gens qui habitent dans des zones classées. Ça veut dire quoi? 500 mètres, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire il y a un édifice qui est classé au monument historique, 500 mètres autour, tous les gens qui habitent, dès qu'ils font les moindres travaux, changer une fenêtre, mettre un vestissement, vous devez demander l'avis des Bâtiments de France et obtenir un avis conforme, c'est-à-dire vous devez le respecter. Et c'est un sujet qui, à mon avis, symbolise beaucoup des incompréhensions entre l'État et les gens, entre l'État et les collectivités. Et c'est pour ça que je me suis attaqué à ce sujet en essayant de le réformer, pour le rendre plus compréhensible par les uns et les autres. Et faciliter les démarches ou pas du tout? Dans ce but. Ce que je propose, c'est de revoir les périmètres de ces 500 mètres arbitraires, d'avoir des périmètres intelligents qui tiennent compte de la réalité, de l'intensité patrimoniale. Moi, qu'autour du château de Versailles, on soit très contraignant, je l'entends. Là où j'étais maire à Crécy, il y a une tour classée, elle est très belle. Enfin, celui qui habite à 450 mètres d'eau bâtiment, qu'il ait des exigences équivalentes à celui qui habite à côté du château de Versailles, non. Voilà. Donc, revoir le périmètre, pouvoir facilement contester la décision qui est donnée, qu'elle puisse être changée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et troisièmement, un meilleur suivi des avis qui sont rendus par les architectes des Bâtiments de France. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet qui est l'outre-mer. Vous êtes vice-président de cette délégation au Sénat. Le 14 décembre dernier, malheureusement, Mayotte a été touché par le cyclone Chido qui l'a dévasté. Juste quelques chiffres sur Mayotte. 77% des habitants de l'archipel vivent sous le seuil de pauvreté. Plus de 70% des élèves ont des difficultés en lecture. Le taux de chômage atteint 37%, alors qu'à l'échelle nationale, c'est on va dire entre 7,5 et 8%. L'habitat indigne, donc concrètement les bidonvilles, représentent 40% des logements. L'eau courante ne coule pas dans les robinets tout le temps, et l'eau en bouteille coûte extrêmement cher. L'insécurité règne, et un tiers environ des habitants, donc 310 000 habitants Mayotte, seraient en situation irrégulière. On a l'impression, avec Mayotte, que tous les voyants sont rouges. Et il y a un sentiment d'abandon de la part de l'État. Vous le partagez, cet abandon-là, et qu'est-ce que le Sénat, et plus particulièrement votre délégation, peut faire pour résoudre ces nombreux problèmes? Mayotte, c'est la définition de l'impuissance publique et politique. Les chiffres que vous avez donnés, ils sont criants. Et évidemment, derrière ces chiffres, il y a des gens, il y a des réalités. Alors par rapport à ce qui s'est passé, c'est ce qui a été voté, ce qui a été proposé par Manuel Valls, c'est de faciliter les choses pour que la reconstruction puisse se faire, j'allais dire en faisant moins normatif que ce que la France sait faire pour que ça aille vite. Ce qu'on attend, c'est l'autre texte qui va arriver sur le sujet de l'immigration, sur le sujet de l'économie. Là, pour le coup, comment on va rebâtir Mayotte, pas dans le dur, mais dans la vie concrète des gens, quoi. C'est un texte, vous savez quand est-ce qu'il doit arriver à l'agenda ou Ouais, au premier semestre. De mémoire, c'était mars ou avril. Vous avez nommé, utilisé le terme immigration. On sait qu'une partie de l'échiquier politique, plutôt à droite, veut remettre en question le droit du sol à Mayotte. Vous êtes plutôt pour ou contre? Mais je suis complètement pour. Complètement pour. Alors, certains théoriciens politiques, ici à Paris peut-être, ou à l'Assemblée, disent il ne faut pas revoir le... Enfin, il faut pas le droit du sol à Mayotte. Si vous interrogez des élus locaux de quelque sensibilité politique qu'ils soient à Mayotte, ils sont en général tous pour. Je veux dire, la situation, on parlait d'impuissance. Quand c'était plus le mot qu'avait prononcé Bayrou, de submersion. Oui, sentiment de submersion. Un sentiment, c'est une réalité. Et celui qui dit que c'est pas vrai, c'est qu'il n'est jamais à la Mayotte et qu'il n'a jamais écouté les interlocuteurs et les gens locaux qui vous décrivent une situation qui est devenue intenable. Beaucoup des difficultés qui se sont passées, c'est la création des bidonvilles et tout, mais tout ça vient de ça. Mais il n'y aurait pas une autre manière de lutter efficacement contre les problèmes de logement? Est-ce que si on se fait l'avocat du diable pour être contre l'interdiction du droit du sol, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités?
est-ce que par exemple, le logement ne serait pas plus important? Il y a une énorme crise de logement, alors déjà au niveau national, mais alors à Mayotte, on n'en parle même pas, malheureusement, les chiffres le montrent. Est-ce que il faudrait pas plus investir dans ça, au lieu d'interdire, de supprimer le droit du sol? Vous voyez un petit peu les priorités. Mais il y a à Mayotte une topographie, une géographie, une réalité qui fait que vous ne pouvez pas construire sur toute l'île. Et on ne va pas pouvoir bâtir sur toute l'île, c'est extrêmement vallonné, enfin bref. Donc il y a la question de combien de gens peuvent vivre à Mayotte. Et en réalité, c'est déjà, mais je ne comprends même pas que ça choque en fait, c'est déjà d'arriver à loger bien et de trouver du boulot à ceux qui ont leur papier français. Et c'est déjà un défi énorme à Mayotte. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette interview. Le département Et de d'ailleurs, l'Aisne. je veux dire à ceux qui ne veulent pas revoir ça, cette histoire de... Parce qu'on connaît le problème, le sujet, c'est qu'il y a des îles à côté, avec des femmes qui rentrent, qui accouchent à partir de là, d'ont bien français, etc. Ceux qui ne veulent pas revoir ça, ce système-là, qui ne veulent pas se confronter à cette réalité, il va se passer quoi? Ça va être de la recréation de bidonvilles, de l'extension de bidonvilles, et on viendra tous pleurer avec des larmes de crocodile en disant il y a encore un problème et les gens ont été mal logés. C'est pas une solution, ça. Troisième partie de cette interview, le département de l'Aisne, votre département. L'Aisne, comment dire, c'est les chiffres qui le montrent, hein, c'est un département qui est plutôt pauvre. En 2023, c'était le 87e département le plus riche sur 101, donc voilà, dans la dernière partie du classement. Le revenu moyen était de 24 449 € par an et par habitant. Le taux de chômage était en 2023 de 10,6%. Contre 7,5% à l'échelle nationale. Ajoutez à cela, c'est un département qui a des difficultés financières. Et ça s'est vu en 2024, puisque le 8 avril 2024, vous avez voté, vous êtes conseiller départemental, le département de l'Aisne a voté un budget insincère. C'est-à-dire un budget insincère, c'est un budget, dites-moi si je me trompe, où on sait qu'il ne sera pas à l'équilibre et qu'il faudra le rectifier, c'est ça? Pour alerter justement l'État. Alors c'est extrêmement rare. Il me semble que la Seine-Saint-Denis avait fait ça aussi en 2010 et 2 ou 3 départements depuis, mais c'est très 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 rare. La raison, c'est qu'on constate une augmentation des recettes. 71% du budget départemental de l'Aisne est alloué au social, alors que c'est 60% au niveau national. Et il y a des faibles recettes où l'Aisne est très dépendant du marché immobilier. Et il s'avère qu'il est en crise, et donc du coup ça fait moins de recettes. C'est indispensable pour vous, j'imagine, une réforme de l'État, enfin une réforme sur ce sujet-là pour revoir le financement des collectivités territoriales. La particularité de l'Aisne, c'est comme quelques autres départements, un niveau de dépenses sociales très élevé. Alors tout le monde dit le RSA, mais c'est le RSA, c'est le handicap, c'est le maintien à domicile, c'est la prise en charge des enfants qui ne peuvent plus rester chez eux. Enfin, il y a ça regroupe beaucoup de choses en fait. Et l'Aisne fait partie de ces départements qui étaient fortement industriels il y a encore 30 ou 40 ans. C'est à la grande époque où, quand l'industrie est partie, on a dit on mettra des services. Alors l'industrie est partie, les services ne sont pas venus, mais les gens, eux, ils sont restés. Et ils n'ont pas été reconvertis. Enfin voilà, c'est des gens qui n'ont plus travaillé depuis. Et ça crée des situations familiales assez dramatiques de génération en génération. Il y avait l'agriculture qui employait beaucoup dans l'Aisne. C'est un secteur économique important. Mais dans une ferme, il y a 40 ans, il y avait des fois 5, 6, 7 salariés. Aujourd'hui, quand ça va bien, il y en a un. Bon. Mais pareil, ces gens n'ont pas été reconvertis. C'est ce qui explique la dépense sociale dans le département de l'Aisne. Et ensuite, un département en ressources dynamiques. Il a quoi? Ce qu'on appelle les DMTO. C'est quand un bien immobilier est vendu, il y a un pourcentage que vous payez chez le notaire et qui revient au conseil départemental. Dans l'Aisne, le niveau moyen de l'immobilier, il est très bas par rapport à d'autres départements. Je ne sais pas, la moyenne de la maison, c'est 80 000 €. Et quand vous avez les Alpes, la mer ou Paris qui est pas loin, le montant moyen de la maison il est plutôt beaucoup plus élevé, 2 à 3 fois plus cher. Et en plus le logement tombe plus vite, c'est-à-dire que la maison est revendue plus souvent que dans l'Aisne. Donc on est dans une impasse. Et cet impôt il est injuste pour les départements parce que en gros là où votre dépense sociale est la plus lourde, ce qui est le plus important, c'est les départements qui ont les recettes, les DMTO les plus faibles. Donc le truc est complètement contre-intuitif. Ça devrait être complètement l'inverse. Donc il y a un vrai besoin
de remettre une forme de justice entre tous les départements en France. Le département de l'Aisne, c'est aussi, et vous l'avez dit, une terre agricole et rurale. Alors, rurale, puisque dans la région des Hauts-de-France, c'est le département le moins artificialisé. Seulement 7% de sa surface est urbanisée. Et c'est une terre agricole qui est surtout axée sur les céréales et qui a aussi une riche culture de la vigne. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un contexte de salon de l'agriculture. Là, le salon de l'agriculture 2025 est beaucoup plus calme que celui 2024. Pourtant, les problèmes sont toujours les mêmes. En 2024, il y a eu moins 30% au niveau de la production céréalière, qui est la première ressource agricole de l'Aisne. Comment, vous, en tant que conseiller départemental et sénateur, vous pouvez apporter votre soutien aux agriculteurs et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser les pertes, ou est-ce qu'il faut revoir le modèle? Comment on peut faire pour essayer d'anticiper parce que la perte, les moins 30%, dans les années qui vont venir, il y a le réchauffement climatique. Alors c'est un fils de paysan qui va vous répondre. Les récoltes, les quintaux que vous faites, la production, elle est éminemment liée à plein de choses, mais elle est éminemment liée au temps qu'il fait, la pluie, le soleil. C'est aléatoire. Il y a une part d'aléatoire dans ce métier et c'est comme ça. Et qu'il y ait des années où il y ait moins 30% de récolte, ça arrive, ça arrivera. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça se respecte plusieurs années de suite, parce que là, pour le coup, ça crée des situations extrêmement compliquées. Et en vérité, cette année fait suite à d'autres années qui n'étaient pas très évidentes. Mais ce qu'on peut faire pour les agriculteurs, c'est quoi? C'est qu'ils aient un régime de traitement, de normes, de contraintes équivalentes aux voisins. Alors, ce que je dis, et je parle pas du type qui produit au Bangladesh, moi, je parle de celui qui produit de l'autre côté de la frontière. Si on impose des normes, moi je ne peux pas être celui qui va dire à un agriculteur français, le voisin derrière la frontière, lui il a le droit d'utiliser tel produit, telle chose, le produit il vient en France, le consommateur français peut l'acheter, mais toi français, non, toi tu pourras pas faire. Moi c'est devenu, voilà, si les autres peuvent rentrer avec leurs produits en France, l'agriculteur français doit pouvoir faire. Ou alors, si on veut l'interdire ici, on interdit qu'il rentre et on interdit la consommation d'ailleurs. La mécanique, je la vois comme ça. Et à la fin, sur la nourriture, il y a quand même quelque chose d'extrêmement choquant. Mais alors là, c'est à l'échelle internationale. Moi, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des variations de prix. Je ne comprends pas que ce soit sur les marchés comme d'autres types de produits. Je ne comprends pas qu'on puisse acheter et vendre du blé. Je suis sur ce sujet-là pour un marché du réel. Tu veux acheter 10 millions de quintaux de blé ? Tu reçois chez toi 10 millions d'euros de quintaux de blé, tu les stockes et après un délai, tu peux les revendre. Mais de pouvoir acheter des matières premières qui font de l'alimentation, qu'on puisse l'acheter et la vendre en un quart de seconde, je ne comprends pas ce système. C'est du libre-échange. Mais moi, quand on fasse du libre-échange avec des téléphones portables... C'est un marché. Ouais, ça devrait pas. Que ce soit qu'il y ait un marché pour les téléphones portables, pour le pétrole, je peux l'entendre, encore pour le pétrole, ça a discuté. Mais par contre, pour des produits alimentaires, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas cette notion de marché. Est-ce que vous avez plutôt une position pro-européenne ou anti-européenne, ou plutôt nuancée concernant la PAC et toutes les autres politiques agricoles européennes? Pour rappel, l'Aisne touche 130 millions d'euros par an d'aide de l'Europe. On a de plus en plus de... On peut pas. C'est simplifier la question pour vous. Comme on dit, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La PAC, ça a été un outil de construction de l'Union européenne. Ça a été un outil de développement de l'agriculture européenne et française. C'est ce qui a en partie permis aussi à faire de la France ce pays numéro 1 dans l'agriculture. Par contre, la machine, elle sait, mais c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour beaucoup de secteurs d'activité. La machine, elle est devenue extrêmement normative, extrêmement contraignante, c'est même pas le mot, c'est normative, c'est chiante en fait, voilà. C'est devenu, mais c'est vrai dans les hôpitaux, c'est vrai dans plein de trucs. Les gens passent de plus en plus de temps à remplir des papiers qu'à faire exactement ce qu'ils doivent faire. Voilà, c'est vrai pour les gendarmes, mais c'est un sujet de société ça quand même. D'ailleurs, à ce propos-là, hier, François Bayrou était en visite au Salon de l'Agriculture et il a annoncé qu'il souhaitait transférer à l'administration
l'obligation de remplir le document de la PAC que chaque agriculteur doit remplir. Il a quand même précisé qu'ensuite, une fois que l'administration remplirait ce document, l'agriculteur pourrait vérifier si l'administration l'a bien rempli pour éviter les problèmes. Vous soutenez, du coup, j'imagine, cette idée? Indiqué comme vous la lisez, oui. Il y a pour clôturer le sujet sur l'agriculture, il y a eu la niche parlementaire la semaine dernière des députés écologistes qui ont proposé de financer, alors je n'ai pas forcément le terme technique, mais de financer, de donner 150 € par ménage et pour tout le monde, que ce soit universel, dédié à l'alimentation. On pourrait parler, même s'ils n'ont pas utilisé ce terme-là, de sécurité sociale de l'alimentation, même s'ils n'ont pas, c'est pas complètement cette idée-là, mais ça s'en rapproche. Selon vous, c'est une bonne chose ou pas? Et faudrait-il créer une 6e branche de la sécurité sociale où on fait fausse route? Alors, ils veulent faire quoi? Ils veulent soutenir en fait les ménages en donnant 150 €, alors c'est ce qui était proposé, 150 € pour tout le monde. Et l'idée derrière, c'est que le consommateur pourrait mieux s'alimenter et que les revenus aussi des agriculteurs seraient plus assurés parce qu'il y a un système de règles de revenus, il me semble, parce qu'il y a des systèmes de contrats. Donc très concrètement, on donne 150 € aux gens à tout le monde. Et Voilà. on flèche et on vérifie ce qu'ils vont acheter exactement. Non, comment on vérifie pas ce qu'ils vont acheter, mais il me semble. Ouais, À bon, vérifier, bien sûr. je reste dubitatif. Et ça serait financé par les cotisations sociales, il me semble. Ah oui. Bon, bah dis donc, va falloir les monter les cotisations sociales. Non, j'entends l'idée de vouloir manger mieux, etc. Évidemment, enfin, personne n'est contre ça. Ça m'a l'air d'être une usine à gaz et tout est cher. Non, ça m'emballe pas de base comme ça. Ça vous emballe pas? Non. Ça marche. Enfin, dernier volet sur le département de l'Aisne, la richesse culturelle. Alors là, je vais citer un certain nombre de monuments ou de lieux et de personnalités. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive et je vous invite à vous intéresser de plus près à ce magnifique département. Alors, je vais commencer. La Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Il y a eu un sommet de la francophonie en octobre dernier où il était le président de la République Emmanuel Macron. C'est la ville natale aussi de Jean de La Fontaine à Château-Thierry, la ville natale aussi de Jean Racine à la Ferté-Milon. Il y a aussi la cathédrale Notre-Dame de Laon, où est situé le siège du département de l'Aisne, qui date du XIIe, XIIIe siècle. Il y a le Soissons, avec la fameuse histoire du vase de Soissons de Clovis, ou encore la bataille du Bois-Bello, qui est très connue, puisque c'est la première grande bataille des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une vraie histoire. Et pourtant, c'est l'impression, en tout cas autour de moi, que ça n'imprime pas. Quand on dit l'Aisne, on ne pense pas forcément à cette richesse qui pourrait apporter beaucoup de touristes. Il y a un réveillé là. Est-ce que ça ne serait pas le moyen, ou un des moyens, de diversifier les recettes? On en a parlé précédemment, qu'il y avait des faibles recettes qui étaient très dépendantes du marché immobilier. Ça serait une solution selon vous? Et comment booster le tourisme dans l'Aisne? Mais alors, il y a quelques années, il y avait eu une politique qui avait été menée par le département, mais il y a peut-être 15 ans. Il y avait des pubs dans le métro qui s'appelaient l'Annie de Open, qui essayaient de mettre en avant pour que les gens viennent. Bon, les retombées ont été quand même assez limitées. C'est vrai qu'instinctivement, c'est pas le truc où on se dit tiens, je vais emmener ma femme ce week-end, je vais l'emmener dans l'Aisne. Ça, je le reconnais parfaitement. Il y a une histoire, il y a du patrimoine. Mais ce qu'il faudrait surtout qu'on arrive à faire, on a un département de passage, mais c'est bien. Enfin, Entre les autoroutes Paris qui passent, et Reims. Exactement. Ces autoroutes qui passent. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les gens s'arrêtent, c'est plutôt le cas, mais qu'on arrive à les figer une journée ou deux. Voilà. Qui se disent tiens, il y a deux, trois choses à faire. Par exemple pour des week-ends? Oui, qu'on arrive à figer une nuit ou deux pour faire tourner l'hôtellerie. Mais
c'est pas ça qui fera que l'Aisne s'en sortira. Et l'Aisne est connue aussi par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre. L'Aisne, c'était une terre de bataille, de quelques victoires, aussi de grosses défaites. Et il y a beaucoup qui a été capitalisé là-dessus pour faire du tourisme mémoriel. C'est très bien. Se souvenir, c'est très bien. Le tourisme, c'est parfait. Moi, j'aimerais que dans l'Aisne, on essaie de regarder des choses peut-être plus actuelles. Dans l'Aisne, il y a des entreprises qui fonctionnent hyper bien, qui font des choses hyper originales. Les casseroles de Creuset, ça vient de l'Aisne. Les bas, le Bourget, ça vient de l'Aisne. Les bracelets de montres de luxe, c'est fait dans l'Aisne. Enfin, il y a tout un tas d'industries comme ça, de choses qui vont bien. Je pense que c'est ça aussi qu'il faudrait mettre en avant. L'Aisne est le premier département rural totalement fibré, par exemple. Je crois que lorsque vous étiez conseiller départemental, vous avez eu une petite affaire, enfin c'est lui, enfin affaire, hein, c'est un grand mot, mais une bataille avec l'opérateur Orange pour tout fibrer le département. Oui. C'est bien ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ça a marché. Tant mieux. J'étais pas le seul, mais ça a marché. Et moi, si j'étais président du département de l'Aisne, plutôt que de chercher, comment vous dire, à valoriser l'image de l'Aisne auprès des autres, je me concentrerai déjà sur les gens qui habitent l'Aisne. Qu'ils se disent, dans mon département, purée, j'ai ça. Ah ouais, mais il y a des trucs qui vont bien. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire le bisounours, c'est de tout regarder comme ça. Non, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais j'essaierai déjà de positiver l'image auprès des Axonais eux-mêmes pour qu'ils soient les ambassadeurs de leur département. Aujourd'hui, quand vous, ce que vous me dites, quand on vient de l'Aisne, instinctivement, tu viens de quel département de l'Aisne? Ouais, c'est pas le département le plus sexy. Certains même ne savent même pas où le situer. Oui, hein. voilà. Mais nous, les premiers, des fois, on n'est pas les meilleurs ambassadeurs de notre propre département. Moi, j'appliquerai une politique de communication et de valorisation de l'Aisne auprès des Axonais eux-mêmes pour qu'ils en soient finalement les meilleurs vendeurs. D'abord une politique de l'intérieur, pour ensuite passer par ça. Ouais. Voilà. Je commencerai par ça. C'est sur cette bonne note qu'on va terminer cette interview. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de nous avoir reçu dans ce C'était très intéressant. cadre. On a pu aborder différents sujets assez larges. C'est aussi l'occasion de montrer que la vie d'un sénateur, c'est des thématiques extrêmement larges. Vous devez être spécialisé un petit peu dans tout, même si vous êtes dans des groupes d'études. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, monsieur le sénateur? Mais l'avenir, on verra que ça continue. Mais je reviens peut-être au sujet que vous abordiez au début. Sur tout ça, c'est un mandat qui, des fois, pour beaucoup, paraît éloigné. Dans une certaine forme de cas, c'est sûr, notre électorat, ce sont les maires ou les grands électeurs, c'est pas directement les gens. Mais moi, vous voyez, j'ai pas fait d'études de droit, j'ai jamais été assistant parlementaire, je travaille dans le privé. Bon. Et la matière législative, moi, globalement, vous me donnez un texte de loi de 150 pages, moi je règle mon problème d'insomnie, vous voyez. Bon, je ne suis pas un instinctif de la loi. Et ce que j'essaie de faire, mais je ne dis pas que c'est mieux que les autres, mais en tout cas c'est comme ça que j'essaie de le vivre, moi j'essaie de trouver des situations concrètes. Alors dans l'Aisne, alors ça s'incarne dans des situations de gens, ça s'incarne dans des situations de communes, ça s'incarne dans des situations d'entreprises, de collectivités, voilà. Mais de trouver des choses concrètes pour essayer d'en faire des propositions de loi concrètes, style démarchage, style ABF. Et ça après, parle à tout le monde. Donc, oui, en plus j'essaie de trouver des parle le plus possible aux gens, mais et après quand il y a des sujets de société qui viennent, par exemple sur la fin de vie, par exemple, mais voilà, moi je suis pas plus malin qu'un autre, donc j'essaie de rencontrer des gens. Après je me fais un avis, je l'argumente et je m'y tiens. Mais c'est comme ça que j'essaie de vivre les choses. Et je dis aux gens aussi, et je le dis quand je vais dans des cérémonies ou des vœux, je dis aux gens, ne soyez pas non plus passifs avec nous. Ne nous regardez pas en mode ils sont loin. Non. Moi je dis souvent, emmerdez-nous, venez nous voir. Parlez-nous, demandez-nous des trucs, parlez-nous de ce qui se passe, parce que ça permet de nourrir de travail et de faire de nous des gens concrets et efficaces, quoi. Le message est passé, n'hésitez pas à embêter les sénateurs et même vos élus locaux, remonter des problèmes. Bon, les embêtez pas tous, après ils vont tous m'en vouloir. En tout cas, moi, venez voir. Sur ce mot, merci monsieur le sénateur de nous avoir accueillis. Merci à tous de nous avoir regardés et on se dit à la prochaine.